quoi ressemblerait un monument dédié au présent? Si les monuments en vigueur affichent des événements et des figures historiques pour se souvenir du passé, qu'afficheront les monuments de demain pour se rappeler d'aujourd'hui? Nos médias semblent saturés de récits sur l'accroissement des inégalités économiques, des dérèglements technologiques, des conflits armés et du réchauffement planétaire qui tous engendrent des menaces existentielles pour les civilisations actuelles. Un monument pourrait-il nous aider à exprimer et à faire face à ces présentes préoccupations? Depuis les premières sociétés humaines, les monuments ont servi de point de rassemblement ainsi que de repères géographiques pour véhiculer des croyances et des valeurs communes. Des statues, arcs et obélisques ont été construits sous maintes formes et échelles de grandeur en utilisant des matériaux porteurs de sens. Les piliers de pierre finement sculptés à Göbekli Tepe semblaient stables et protecteurs, tenant lieu de sanctuaire pour les chasseurs-cueilleurs, y séjournant environ 9600 avant notre ère. Semblablement, le cuivre et l'or, dans la grande statue du pharaon égyptien Khafré, interpellaient l'éclat éternel du soleil, en fournissant une armure étincelante à l'esprit du souverain après sa mort, vers 2500 avant notre ère. Bien des sites naturels remplissent aussi les fonctions du monument, tels que le monolithe Uluru, en grès massif, s'élevant à plus de 300 mètres au-dessus du désert environnant. Façonné par les processus géologiques du Centre Rouge en Australie, ce site est sacré pour les membres du peuple Anangu qui ont orné le rocher de peintures mythologiques. Autour de la Méditerranée, cette fois, les conflits entre chrétiens, juifs et musulmans ont laissé de nombreuses traces sur les églises, synagogues et mosquées médiévales. L'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, qui fut érigée au IVe siècle, démolie au VIIe, puis reconstruite au XIe siècle, marque ainsi cette chronologie où les trois traditions abrahamiques se sont confrontées et réconciliées à répétition. Tandis que les passions religieuses s'estompent à l'ère moderne, les industries d'Europe et d'Amérique du Nord sont en plein essor et l'art se positionne à l'avant-garde des grandes transformations. La sculpture de Vladimir Tatlin, intitulée « Monument à la Troisième Internationale », incarne tout à fait cet idéal utopique concocté au lendemain de la Révolution russe de 1917, pour avoir ainsi célébré la radicalité du progrès industriel. Tatlin demeure un maître de l'esthétique moderne, même si sa tour n'a jamais été réalisée à l'échelle anticipée. Échouant aux attentes utopiques des idéologies modernes, certains architectes se sont tournés vers des formes plus austères dans les années 1950 et 60, un style cautionné par le brutalisme pour mieux répondre aux besoins pratiques des institutions publiques, des projets de logement et des centres sportifs, tout en essayant d'incarner des valeurs collectives par le biais de couleurs neutres et de formes géométriques simples. Après ce vaste survol de monuments anciens, autochtones, médiévaux et modernes, nous constatons qu'aucune des idées associées à ces structures n'ait été universelle. Encore de nos jours, les frictions s'accumulent avec la montée des contradictions
entre les récits des monuments officiels et les conditions de vie des communautés environnantes pour arriver inexorablement à des situations de crise. Ainsi, les monuments confédérés aux États-Unis ont exacerbé les relations raciales en dissimulant à peine leur glorification de l'esclavage et du racisme, au même titre que les statues de figures coloniales perpétuent les mythes de l'impérialisme. Ce type d'œuvre a également servi d'outil de propagande pour les régimes totalitaires de l'Union soviétique, de la Chine et de façon plus extrême pour ceux de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste qui exigeaient loyauté et admiration tout en refoulant la dissidence de leurs citoyens. D'autres structures, récemment érigées dans l'hémisphère occidental, avancent les paradigmes plus discrets mais plus répandus du néolibéralisme qui aspire aux mêmes fins que l'art totalitaire. Sheldon Wolin intègre bien ce constat dans son lexique du totalitarisme inversé pour décrire comment les grandes entreprises s'infiltrent dans les rouages des bureaucraties d'État pour ensuite instaurer des mesures sociales en apparence moins abjectes, mais tout aussi violentes que les régimes coloniaux. L'enracinement des valeurs néolibérales au sein des gouvernements conduit à une succession de crises, une réduction du nombre d'institutions publiques, la privatisation de services essentiels et une intolérance croissante à l'égard des opinions divergentes. Cette hégémonie de la logique du marché se manifeste surtout à travers le design des espaces urbains, avec la prolifération des gratte-ciel à New York, Londres, Dubaï, Hong Kong et d'autres pôles financiers. Ces architectures s'imposent souvent comme des monolithes pour exhorter la suprématie du profit et la concentration du pouvoir vers ceux se trouvant déjà au sommet de l'échelle économique. Lorsqu'une crise parvient à un point de rupture, les manifestants descendent dans la rue et ciblent souvent des monuments pour exprimer leur frustration. Les foules ont abattu des statues de rois à la Révolution française de 1789 et 200 ans plus tard, avec la chute de l'Union soviétique, elles ont démantelé des effigies de Lénine et Staline. Quand ces sculptures s'avèrent trop difficiles à détruire, les manifestants iront les souiller, comme d'innombrables statues de Christophe Colomb ont été peintes en rouge pour transformer cette figure historique, changer sa réputation d'explorateur de nouveaux mondes vers celle de meurtrier de peuples autochtones. Accablés par des années de négligence, de conflits armés et d'intempéries, les monuments en ruine prouvent de façon matérielle qu'aucun empire n'est éternel. La végétation envahissante et les briques émiettées du secrétariat britannique de Yangon au Myanmar sont perçues comme des blessures du temps infligées sur cet édifice inhabité depuis le retrait des forces coloniales. Les temples mayas du Mexique et les statues Moai de l'île de Pâques témoignent autant de la vulnérabilité des civilisations indigènes. Pourtant, ces sites anciens renferment un savoir perdu, dénoué par de patientes recherches archéologiques qui racontent l'histoire de peuples autrefois prospères, ainsi que les récits menant à leur propre déclin. La fin d'un empire incite parfois l'éveil d'un autre, comme la chute des Romains et des Grecs antiques a favorisé une renaissance des intérêts européens envers la nature, l'anatomie humaine et la perspective.
Leon Battista Alberti et d'autres architectes du XVe siècle ont étudié les ruines de Rome pour s'approprier leurs dômes, arcs et colonnes. Parmi les écrivains romantiques, Mary Shelley s'est aussi inspirée de l'Odyssée grecque pour dépeindre des paysages qui détonnent des sites industriels de l'Angleterre au début des années 1800. Plus récemment, certains artistes ont imité les apparences de reliques anciennes en créant de nouvelles œuvres. De la spirale Jetty par Robert Smithson aux piles de meubles endommagés par Doris Salcedo, ces installations semblent déjà en ruine. Est-ce pour s'adresser directement aux archéologues de demain? Tout comme les structures physiques prennent de nouveaux sens lorsqu'elles se brisent, les fichiers numériques, logiciels, périphériques et plateformes en ligne tombent aussi en ruine, mais dans un laps de temps beaucoup plus court. Même des géants du web, comme MySpace et GeoCities, se sont effondrés du jour au lendemain sous les pressions de l'obsolescence programmée et des crashs boursiers. La chute de ces réseaux sociaux a entraîné la perte d'une foule de communautés en ligne pour les transformer en villes fantômes numériques, des ruines commémorant un passé très récent. Le cas de figure des NFT illustre bien la nature capricieuse des investisseurs dans le secteur technologique, peu disposés à tempérer une baisse des valeurs marchandes pour ces jetons non fongibles. Dès que cette bulle spéculative a commencé à se dégonfler, les collectionneurs ont fui en masse et la plupart des jetons NFT ont perdu leur attrait financier avant la fin de l'année 2023. Seules quelques pièces maîtresses ont conservé leur capital culturel, tels les CryptoPunks de Larva Labs, parmi les vestiges d'une scène numérique hâtivement pillée et épuisée. Avec son concept d'image pauvre, Hito Steyerl propose une métaphore pertinente pour mieux comprendre les ruines numériques. Ces images dégradées et de faible résolution, qui circulent autant en ligne que hors ligne, touchent un large public et adoptent de nouveaux sens grâce à leur état fragmenté. Cette réduction volumétrique permet aux images pauvres d'être plus facilement publiées, téléchargées et même transférées sur de nouveaux supports. Mais alors que ces monuments numériques en ruine semblent appauvris en autorité et en authenticité, leur accessibilité s'est enrichie d'une capacité à rejoindre un plus vaste auditoire ainsi qu'un plus grand champ d'interprétation possible. Ces objets numériques appauvris seront sûrement réappropriés une fois détachés des contraintes de la privatisation pour retrouver un nouveau souffle en tant que bien public. Contrairement à la tendance néolibérale de commodifier l'innovation et le progrès, les œuvres d'art numérique abîmées prolifèrent entre les fissures des systèmes défaillants et autres bogues technologiques, comme les statues vandalisées, les arches romaines émiettées, ou même la tour inachevée de Tatlin. Les monuments en ruine divergent de leur usage prescrit et revendiquent de nouveaux moyens et de nouvelles fins via leur statut d'image pauvre. C'est à partir des vestiges de fichiers dépouillés, de sites web abandonnés et de plateformes en faillite que les monuments numériques en ruine deviennent méta. Cette dégradation des méta-monuments n'a pas estompé leur habileté à migrer, à se dupliquer
sur divers supports ayant d'infinies variations, afin d'occuper d'innombrables lieux simultanément. En transgressant les limites des domaines numériques et en ligne, les métamonuments se fondent dans une catégorie que Timothy Morton appelle les hyper-objets, des entités massivement distribuées dans l'espace et le temps. Contrairement aux monuments traditionnels contenus dans des espaces géostatiques, et à l'inverse des fichiers numériques dits rares, puisque monopolisés par une seule plateforme commerciale, les métamonuments sont imbriqués dans un réseau de relations avec d'innombrables agents virtuels, matériels et humains, tels que logiciels, écrans, câbles électriques, usagers, communautés et plus encore. C'est ainsi que les créateurs, spectateurs et curateurs aident les métamonuments à devenir omniprésents en les propageant en ligne et hors ligne pour rejoindre une communauté de pairs toujours croissante. En tant qu'image pauvre, massivement distribuée, les métamonuments subsistent au sein des données décentralisées du Web 3.0, des contenus générés par les usagers du Web 2.0, des fichiers partagés du Web 1.0, autant que dans les duplications analogues des médias imprimés, pellicules photographiques, bandes magnétiques, gravures, tissages et ainsi de suite. Ce sont clairement ces mouvements perpétuels qui transforment les métamonuments en hyper-objets, pris en boucle dans une séquence allant de l'émergence à l'expansion à la dissolution. Sans doute, via ces moyens de pérenniser les métamonuments, les usagers pourront aussi délimiter leurs propres conditions d'existence en situation de crise. En prenant soin des métamonuments, ils prendront aussi conscience de leurs propres facultés d'adaptabilité, d'interopérabilité et d'agentivité collective, pouvant faciliter leur propre survie dans la métacrise en temps réel. Après avoir restauré, hébergé et mis à niveau les métamonuments sous leurs multiples incarnations hybrides, cette même attention pourra être redirigée pour soulager, abriter et réparer les dommages causés par les changements climatiques, les inégalités économiques, les conflits armés et autres perturbations. Mais encore, c'est par le biais de ces expériences stratifiées qui épousent la complexité et l'émergence que des récits de vie contemporaine seront générés. Grâce à ces échanges à grande échelle entre pairs, non entravés par les incitations au profit de la privatisation, l'ampleur et l'étendue des sentiments collectifs s'offrent à tous par la création, l'utilisation et l'entretien de métamonuments. Dans le meilleur des cas, l'ontologie de notre époque sera mieux esquissée par les métamonuments qui produiront des métarécits pouvant transcender les positions géographiques, chevaucher une multitude de conditions matérielles et culturelles, en plus de faire écho aux valeurs contingentes d'un monde aujourd'hui hyper connecté.